Mes enfants s'en servent beaucoup, moi pas du tout. Le risotto est en train de cuire. Génial. On arrive après le webinaire. Mettez 3 couverts en plus. Bon, alors, je sais pas si j'ai pas trop regardé qui s'était inscrit. On fait des webinaires avec Axiom Académique depuis maintenant plus d'un an et demi. Donc, si vous avez déjà vu un de nos webinaires, vous savez que je commence toujours par faire une petite présentation d'Axiom Académique, qui est donc l'organisme qui organise ce webinaire. Donc nous, on est une agence de soutien scolaire pour les familles expatriées, mais pas seulement, hein. C'est un peu galvaudé de dire famille expatriée parce que vous le savez aussi bien que moi, les familles qui vivent à l'étranger, qui inscrivent leurs enfants dans des lycées français, ne sont pas forcément tous français. Il y a beaucoup de nationalités, il y a des Libanais, il y a beaucoup de pays d'Afrique du Nord. euh, donc tout, c'est plutôt, on va dire, une solution pour les familles francophones, voilà, qui vivent à l'étranger. On a donc depuis maintenant, je sais plus trop, 8 ans, 9 ans, lancé ce service. On a accompagné beaucoup d'élèves. On a beaucoup de professeurs un peu partout dans le monde entier. Donc, on continue de se développer très activement. Et notre projet, c'est vraiment d'apporter un maximum de soutien, en fait, pas seulement aux enfants, mais aussi aux parents, hein, parce que on s'est rendu compte que quand on vit à l'étranger, loin de son pays, on a aussi parfois besoin d'avoir du soutien. Là, je parle plus des parents qui peuvent ne pas toujours trouver des solutions ou des réponses auprès des établissements. Voilà, donc nous, on a une équipe d'accompagnateurs, en fait, hein, des country managers qui gèrent, qui vont gérer les demandes. Et donc, on essaie d'avoir une approche très personnalisée, très humaine, au cas par cas. Tout à l'heure, je voyais ma collègue, par exemple, donc comme je vous disais, je suis à Dubaï actuellement, et elle a passé 1 heure au téléphone avec une cliente. Et donc, voilà, on essaye vraiment de faire du soutien scolaire, évidemment, mais aussi d'aider les parents avec la scolarité de leurs enfants. Donc, on accompagne beaucoup d'enfants qui font le CNED aussi, propose des stages. Et donc, la petite particularité, c'est qu'on fait des cours en ligne et à domicile. Et donc, j'insiste sur le à domicile parce que on a des profs à Singapour, on a des profs à New York, on a des profs à Dubaï, on a des profs au Liban, on a vraiment des équipes partout, de vrais profs qui se déplacent chez vous dans toutes les matières. Voilà, donc c'est un peu ce que je disais sur ce slide qui reprend ce que je vous expliquais, accompagnement local et une expertise internationale avec vraiment, on essaye de faire un maximum pour que les relations entre les profs, les parents et nos équipes soient les plus saines et que ce soit des relations de confiance. Cette année, on a lancé un service d'orientation scolaire aussi, donc on propose des bilans d'orientation et un accompagnement Parcoursup. Et ce serait pas possible sans l'aide de notre nouvelle directrice qui s'appelle Catherine et qui gère à merveille ce service et qui a déjà recruté une quinzaine de conseillers d'orientation. Et pareil, donc c'est le même principe. On a des conseillers d'orientation un peu partout et qui sont là pour aider vos enfants, qu'ils soient à partir de la troisième. Hein, c'est à partir de la troisième qu'on commence à se poser ces questions jusqu'en terminale. Et donc, pour la petite anecdote, je suis très fier d'avoir Catherine dans l'équipe parce que c'est une ex-proviseure du lycée français, du lycée Voltaire, franco-qatarien, au Qatar, et qui visiblement voilà, a décidé de tourner la page de l'enseignement au sein d'une école. Tu es là, peut-être qu'elle est là d'ailleurs, elle est peut-être connectée. Et voilà, donc elle nous accompagne et c'est elle qui d'ailleurs fait ce super travail de recruter des conseillers d'orientation et aussi finalement de s'occuper des enfants et des lycéens qui ont des besoins. Voilà, donc ça c'était ma petite présentation. Maintenant je vais laisser la parole à Lancelot et à François-Émeric pour vous présenter ChatGPT et plus largement, comment on s'en sert? Est-ce que c'est un outil de triche? Est-ce que ça peut aider vos enfants, en fait, à devenir meilleurs, enfin, ou en tout cas à mieux comprendre leur cours? Donc, à vous les gars. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci Constantin pour cette introduction. Alors, Voilà. partager notre présentation également. Est-ce que Constantin, tu peux nous dire quand c'est bon pour vous?
C'est bon, c'est parfait. On voit. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, est-ce que vous voyez la présentation? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le risotto est prêt, Florence? Donc, j'espère pas, parce qu'il faut nous écouter un petit peu quand même. Ouais. Bon, Oui, Aude. c'est Ok. bon. C'est bon. Bon, Super. super. Bon, et ben, merci à tous et à toutes d'être présents. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Un grand merci à Axiom, merci Constantin pour cette organisation. Je vais commencer par une stat qui est assez parlante. Il y a 75% des élèves français qui utilisent ChatGPT, avec les risques et les peurs qu'on connaît tous, et notamment la peur de la triche. Et donc nous, aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question. ChatGPT, simple outil de triche ou révolution pédagogique? Donc l'IA fait depuis maintenant un peu plus de 2 ans trembler la sphère éducative avec des craintes qui sont légitimes. Et pourtant, nous, avec François Aymeric, on est convaincus, et on espère vous convaincre, que l'IA ouvre des perspectives inédites pour l'apprentissage. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner les clés, des clés concrètes pour comprendre le fonctionnement de l'IA et surtout de savoir comment l'exploiter à bon escient. Alors la triche, eh bien la triche, elle a toujours existé. Vous avez peut-être déjà triché vous aussi. Simplement qu'elle s'est un peu transformée, elle s'est Non, muée. jamais. Bon, on va dire que non. On est tous très sérieux, mais bon, on va dire que ça a évolué, ça s'est transformé au fil des avancées technologiques. Donc, à partir des années 60, c'était la petite anti-sèche manuscrite, qui d'ailleurs perdure encore, glissée dans un stylo ou dans une manche de chemise. C'était artisanal, mais on va dire que c'était redoutable. Après, on a eu les calculatrices programmables. On pouvait intégrer et stocker des formules entières. Puis ensuite, on a eu Internet dans les années 2000, avec des forums et le fameux copier-coller sur Wikipédia qui permettait d'avoir des informations pour nous exposer assez facilement. Et donc aujourd'hui, eh ben, on a le petit nouveau, les IA génératives comme ChatGPT, qui permettent en un clic, en quelques phrases, de demander et d'avoir une dissertation complète avec un style cohérent et soigné. Alors un exemple concret. Prenons le cas d'un élève qui a un devoir de mathématiques à faire à la maison. Bah, au lieu de se plonger dans son énoncé et de tester des pistes de résolution, de faire ses propres calculs, bah, il va prendre l'énoncé, il va l'intégrer à ChatGPT, et en quelques secondes, eh bien, il a la solution complète, détaillée et parfaitement rédigée. Le problème, c'est que bah, il n'a fourni aucun effort. Il n'a pas fait d'effort de compréhension ni de raisonnement. Il dispose d'une réponse correcte, quoique, et on verra plus tard, parfois ça n'est pas correct, et il ignore le chemin logique qui y mène. Et en plus, derrière, quand il va arriver devant sa feuille lors d'un examen, est-ce qu'il va réussir à le faire tout seul? Donc ça nous amène à une question essentielle. Est-ce que l'IA favorise vraiment l'apprentissage ou est-ce qu'elle nous pousse plutôt à une forme de facilité? Avant de poursuivre, permettez-nous de nous présenter rapidement. Donc, je m'appelle Lancelot. Je suis cofondateur avec François-Aymeric d'Eliott. Et de mon côté, auparavant, donc j'ai travaillé en finance sur plusieurs opérations dans le secteur de l'éducation. Donc, je connais très bien ce secteur. Et j'ai été pendant plus de 4 ans professeur particulier. Et moi, du coup, enchanté, François Emmerich. Donc, je partage deux points communs avec Lancelot. On a tous les deux été professeurs particuliers dans notre jeunesse, qui n'était pas si lointain que ça d'ailleurs. Et on s'est rencontrés tous les deux sur les bancs de l'université. Et donc, moi, je suis cofondateur d'Eliott et je gère toute la partie technique, notamment le développement de l'application et les sujets liés à l'IA. Alors aujourd'hui, voici un peu le sommaire de ce webinaire. On va d'abord parler des craintes et des idées reçues autour de l'usage de l'IA, notamment en France où la peur de la triche est omniprésente. Après, on va voir le fonctionnement de l'IA générative. Donc, on va un peu rentrer dans comment ça fonctionne en restant assez succinct pour mieux comprendre ce que l'on peut en attendre et quelles en sont les limites. Après, on verra comment faire de l'IA un atout pédagogique. Donc, on va venir se centrer sur la sphère éducative et faire en sorte que l'IA ne soit pas un frein d'apprentissage en l'intégrant de manière intelligente en classe comme à la maison. Et enfin, on vous présentera Elliot, notre application, notre petit bébé, qui est une solution concrète qui répond à ces défis et qui utilise l'intelligence artificielle dans la sphère éducative à bon escient et avec des bonnes pratiques et une bonne pédagogie. Donc, notre objectif est que vous repartiez avec une vision claire et surtout des solutions concrètes. Alors, juste, j'interviens. Avant de proposer au garçon de Elliot de faire ce webinaire, j'ai évidemment testé Elliot et ça m'a convaincu. J'ai été enfin, bluffé par le résultat et c'est suite à ça que je les ai contactés et que voilà, on a pu faire ce webinaire. Donc, je souhaitais juste vous dire que j'avais testé personnellement l'application et elle fonctionne bien et travaillant depuis 10 ans dans le domaine du soutien scolaire.
Bah, voilà, j'avais envie de voir si ça correspondait bien à nos valeurs. Et oui, voilà. Donc, voilà, pour la petite anecdote, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés grâce à un article que j'ai trouvé par hasard sur Internet et LinkedIn que j'ai utilisé pour les contacter. Voilà. Donc, euh, parlons de peur et de triche maintenant. Alors, quand vient ChatGPT, les parents ont évidemment des craintes. La crainte, c'est que mon enfant n'apprendra plus rien par lui-même. Donc, on retrouve grosso modo trois grandes craintes. Un, la paresse intellectuelle. Donc, en fait, en ayant des réponses immédiates, les élèves risquent de ne plus faire l'effort d'analyse et de réflexion. Après, on a aussi la dépendance excessive. Donc, en fait, on peut devenir accro à ce genre d'outils parce que quand on va l'utiliser pour un devoir et qu'on voit à quel point c'est facile, le lendemain, on va faire exactement pareil et on va toujours travailler dans l'urgence. Et du coup, on va vraiment devenir dépendant de ce genre d'outils au détriment, du coup, de l'autonomie. Et enfin, bah, la perte de curiosité. Parce que si tout est si facile que ça, pourquoi chercher à approfondir ou à explorer par eux-mêmes ou à essayer de comprendre un devoir ou ce qu'on nous demande si au final, on a juste à le prendre en photo, l'envoyer et tout est fait à notre place. Vous avez raison. Il y a énormément de risques autour de l'IA, des risques qui sont liés donc, à l'apprentissage, enfin, qui sont clairement identifiés et dans des cas qui sont vraiment avérés. Donc, par exemple, le copier-coller intégral qui supprime finalement toute réflexion personnelle, sans reformulation, sans contextualisation. Donc, l'élève, en fait, emmagasine du contenu, mais qu'il ne maîtrise pas du tout. Les devoirs sont générés sans vraie compréhension, ce qui laisse l'élève démuni quand il est face à un examen tout seul, sans la petite machine à côté de lui. Et puis, en fait, et c'est ça aussi qui est important, c'est que l'IA peut produire des fausses informations et que l'élève va l'accepter sans recul critique. Donc, évidemment, des risques, des peurs, des réactions importantes des acteurs de la sphère éducative qu'on va retrouver dans la presse, des craintes d'une substitution. Beaucoup de professeurs redoutent l'IA comme un risque de remplacer l'enseignant. Et puis, ça va brouiller l'évaluation du vrai niveau des élèves. Le risque de triche, on en a parlé, c'est le sujet de ce webinaire. Certains pensent que l'IA encourage la copie sans effort et ça nuit à l'autonomie intellectuelle. Pour autant, il y a quand même des retours qui sont positifs, puisque l'IA, on va le voir, permet de personnaliser l'enseignement et l'accompagnement. Et puis, du coup, on a des établissements qui ont des approches novatrices et qui intègrent des solutions qui sont basées sur l'intelligence artificielle pour enrichir la pédagogie sans supprimer le rôle central de l'enseignant. Donc le débat est ouvert. Comment intégrer l'IA dans la sphère éducative en sachant que nos élèves utilisent des modèles d'IA pour la grande majorité, je vous ai dit 76% de nos collégiens et lycéens. Et pour commencer ce débat, bah, je vous propose de repartir de la base. Alors, on va s'intéresser à, je vais essayer de vous expliquer, on va dire, sans trop rentrer dans les détails techniques et vous perdre, comment fonctionne une IA générative, qu'est-ce que c'est et bah, qu'est-ce qui se passe sous le capot. Donc, ChatGPT, c'est un LLM, donc un large language model, un large modèle de langage qui en fait a ingéré du coup des quantités astronomiques de données. Donc ça peut être des livres, des articles, des sites web. Et en fait, comme un lecteur féru d'encyclopédie, il va venir repérer des schémas linguistiques et s'en sert pour formuler des réponses cohérentes. Ça se base derrière sur des réseaux de neurones. Donc en fait, c'est un peu le but, c'est de reproduire un peu le fonctionnement du cerveau humain avec les synapses et les neurones. Et donc en fait, chaque couche va venir traiter une information et la transmet à la suivante. Ce qui va permettre en fait à l'intelligence artificielle de comprendre le contexte sans pour autant posséder une vraie conscience. Donc après, ChatGPT, donc les IA, c'est pas nouveau. Il y a des IA dans la reconnaissance faciale, par exemple. Il y a eu énormément d'applications dans l'IA pour prédire, par exemple, des phénomènes météorologiques. Mais ChatGPT, ça se distingue parce que c'est une IA qui est dite générative. Pourquoi générative? Parce qu'en fait, elle peut produire du contenu neuf. Ça peut produire du texte, ça peut produire des images, et ça peut même produire maintenant des vidéos à partir d'un simple prompt. Donc un prompt, c'est un mot qu'on utilise souvent pour les IA génératives. C'est en fait une instruction, c'est-à-dire la question qu'on va poser. Comment faire un cake à la banane, par exemple. Ça, c'est un prompt. Et alors, vous pouvez demander absolument tout, et ceux qui utilisent, je me permets de te couper, vous pouvez vraiment tout demander, quoi. Programme, moi, une semaine de vacances aux Maldives. Il va te donner jour par jour, enfin, un vrai programme comme une agence touristique le ferait. Vous pouvez vraiment tout demander avec un langage naturel. Et c'est ça qui est, je pense, un peu nouveau. C'est qu'il n'y a plus besoin de maîtriser du code. Il n'y a plus de besoin même de comprendre. Là, François Aymeric, tu as parlé déjà, je trouve, de tu vois, LLM et réseau de neurones. C'est pas des notions forcément faciles à comprendre, mais justement, l'interface de ces outils comprennent notre langage, en fait. Ils comprennent notre langage, donc vous pouvez vraiment parler comme vous parlez à un ami. Sauf que c'est un ami qui a réponse à tout.
C'est un ami qui a réponse à tout. Voilà. Je voulais juste faire mon petit commentaire là-dessus. Non, c'est exactement ça. On demande un programme complet pour les Maldives sur 7 jours et il va le faire. Donc, ça, sûr, ça peut paraître magique. Mais du coup, en fait, comment est-ce que ce LLM, comment est-ce que ChatGPT vient faire ce programme et vient générer une réponse? Donc en fait, c'est tout simple derrière. Il va en fait lire notre question et en fait, c'est que des statistiques et des probabilités. Il va venir calculer la probabilité de chaque mot possible et choisir la suite la plus logique. Donc par exemple, lui, dans ses données, par exemple, la phrase «Le ciel est bleu», il l'a vu 1 milliard de fois. Donc quand en fait, lui, il va venir construire sa réponse, il va arriver à «Le ciel est» et il va venir calculer la probabilité du mot qui vient après le mot est. Donc il va dire qu'il y a 95% de chances que ce soit le mot bleu, 1% de chance que ce soit le mot solide. Et du coup, lui, il va venir calculer, il va dire le ciel est bleu. Donc en fait, il va faire ses choix, ses probabilités à la vitesse de l'éclair, ce qui donne l'impression qu'il raisonne. C'est le côté un peu magique. Mais en fait, il ne fait que brasser des statistiques. Et enfin, Mhm. une IA générative, c'est que ça s'améliore en continu. Plus il est alimenté en données et plus il est affiné par l'entraînement, mieux il va venir détecter les nuances de langage et les liens complexes. C'est comme un élève qui révise, il devient beaucoup plus précis et plus apte à répondre à des questions pointues. ChatGPT, c'est sorti il y a un peu plus de 2 ans. C'est sorti avec le ChatGPT 3, si je ne me trompe pas. On est aujourd'hui au 4.5. Maintenant, il y a des nouveaux chiffres. Et en fait, à chaque nouvelle itération, il est beaucoup plus puissant, capable de faire des tâches de beaucoup plus complexes, beaucoup plus rapides. Et c'est vraiment impressionnant à quel point il s'améliore. Et ça, en fait, il s'améliore parce que la boîte qui a créé, donc OpenAI qui a créé ChatGPT, l'entraîne sur de plus en plus de données, va venir aussi l'entraîner avec toutes les données d'utilisation comme nous on l'utilise. Il va voir comment est-ce que les utilisateurs posent les questions et ce qu'ils veulent savoir. Et ça fait que c'est de plus en plus puissant. Et je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera encore un niveau encore astronomique. Alors, je fais une petite remarque. Ces données-là, c'est pas de la magie, hein. Ces données, elles sont produites par nous. Mhm. C'est nos données. Donc souvent, quand on parle de protection de données, c'est ça tout l'enjeu finalement. En fait, en France et en Europe, on se soucie beaucoup de l'éthique autour de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on se soucie surtout de comment est-ce que les entreprises qui font ces logiciels utilisent nos données et en fait dans quel but. Et évidemment, derrière, il y a toujours un but commercial. ChatGPT, c'est gratuit, mais c'est aussi payant. Enfin, il y a une option payante. Et donc, euh, il n'y a pas de magie. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi peut-être démystifier. Ah, Monsieur Descartes a démarré le partage d'écran. Est-ce que Monsieur Descartes pourrait arrêter de partager son écran? Je pense que je peux. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez me dire dans le chat si on est revenu sur l'écran IA, le fonctionnement en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, très bien. Merci beaucoup. Euh, Monsieur Descartes, est-ce que vous pouvez arrêter de partager votre écran, s'il vous plaît? Attendez, je suis navré, c'est la première fois que ça me fait ça. Euh, 2 secondes. Voilà, bon, ça devrait plus le faire. Donc voilà, juste pour dire, parce qu'on parle de données tout le temps, de données, ces données-là, elles sont juste produites par notre utilisation intensive de Google, de tout, quoi. Enfin, au quotidien, on génère des milliards de données, et c'est ces données-là qui sont traitées. C'est des données qui sont sur les sites internet aussi, c'est des données qui sont... donc c'est juste des super gros calculateurs qui vont faire, voilà, qui vont agréger toutes ces données pour générer ce texte. Voilà, j'espère que je dis pas de bêtises, hein, vous me dites, Non, hein, non, parce que euh, c'est j'ai exactement pas ça. travaillé autant que vous. Non, non, c'est exactement ça. Et pour reprendre un exemple un peu concret, tu parlais tout à l'heure toi, d'avoir un programme de voyage ou de vacances, par exemple, pour les Maldives. Si l'un de vous, par exemple, a un jour écrit un commentaire sur une activité sur Google Maps, par exemple, en disant cette plage est vraiment incroyable, bah, cette donnée-là a été ingérée par ChatGPT, par exemple, qui va peut-être le réutiliser pour bien conseiller Constantin sur quelle plage faire pendant son séjour. Donc en fait, voilà, tout ce que vous postez, que vous avez pu poster sur Internet, que vous avez fait écrire un blog, écrire un article, écrire un commentaire, bah ça potentiellement, ça a été récupéré par la boîte qui fait ChatGPT, mis sous forme de données, fait ingérer au modèle, et le modèle s'est entraîné dessus, et ça va un peu construire en fait sa base de connaissances. Donc maintenant, on va s'intéresser aux biais et limites de l'intelligence artificielle et pourquoi l'IA n'est pas infaillible. Donc en fait, il y a surtout trois grosses sources de danger. Le premier, c'est le biais des données. Donc en fait, l'IA
on va reproduire les biais des textes qui l'ont formé. Donc si l'entraînement est truffé de stéréotypes, l'IA continue sur cette lancée. D'où l'importance de repérer ces biais et les corriger. Donc par exemple, si dans toute la data, toutes les données que l'IA a, le mot par exemple médecin est associé au genre masculin, bah, pour l'IA, un médecin va être plus souvent un homme qu'une femme, par exemple. Parce que dans 90% de ce qu'elle a lu, c'était le cas. Autre gros problème, c'est l'hallucination. Donc ça, c'est surtout très important quand on vient à la sphère éducative, parce que quand on est plus vieux, on peut repérer qu'une phrase dite par l'IA est fausse. Quand on est plus jeune, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc en fait, parfois, l'IA en fait, va venir inventer des infos. Donc par exemple, elle peut inventer des livres qui n'existent pas, elle peut inventer des chiffres absurdes, des faits historiques erronés. Elle va en fait halluciner parce qu'elle manipule que des corrélations de mots sans vérification réelle. Donc c'est hyper important de recouper ses sources. Et donc ça, en fait, par exemple, surtout à l'époque, il y a 2 ans, quand c'est sorti, un élève pouvait demander un calcul de mathématiques et l'IA allait sortir une réponse faute. Bon, alors, elle pouvait dire que 2 plus 2 c'est égal à 5. Et elle va être convaincue que c'est 5. Pourquoi? Parce que statistiquement, le 5 après le chiffre égal, avait plus de chances d'arriver que le 4. Donc voilà, il faut bien se dire que c'est possible. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais c'est possible qu'elle hallucine. Et puis surtout, en fait aussi, l'IA va avoir un manque de contexte. Donc en fait, elle n'a pas de mémoire globale. Elle peut se perdre si on fait référence à un sujet évoqué qu'on a évoqué plus tôt dans la conversation. Donc on peut faire une longue conversation à rallonge. On peut lui dire au début qu'on habite à Paris. Si à la fin de la conversation on dit bah, j'habite où, bah, elle va pas se souvenir, elle va pas savoir qu'on habite à Paris. C'est pas un humain, elle n'a pas de mémoire vraiment. Elle peut aussi passer à côté de l'ironie ou du second degré qu'en fait elle ne va pas percevoir les intentions. Donc, face à ça, c'est hyper important d'avoir un esprit critique. C'est un peu comme quand on va lire un article sur Internet, en ligne, bah, il faut recouper les informations, s'intéresser aux sources, questionner les réponses de l'IA. Donc, c'est un outil qui est hyper puissant, mais qui n'est pas infaillible. Et donc, en fait, l'humain reste gardien du sens à ce niveau-là. Donc maintenant, on va s'intéresser à une question qui est un peu une fausse question. Est-ce que l'IA peut remplacer l'humain aujourd'hui? Alors malgré des performances impressionnantes, hein, on l'a dit, ça digère d'énormes volumes de données, ça repère des corrélations quasiment invisibles à l'œil nu, ça nous aide à des tâches répétitives avec une efficacité redoutable, mais on l'a vu, il y a des limites cruciales. Absence de compréhension profonde, des biais, des erreurs, et surtout ça n'a pas de sens éthique parce que son raisonnement, il est purement statistique. Donc, nous, humains, on a un rôle unique. On a la créativité, on a l'empathie, on a le jugement éthique, on sait prendre du recul et choisir en tenant compte de la complexité du réel. C'est pour ça que l'IA, faut le voir comme un accélérateur, comme un outil qui peut nous aider à gérer le répétitif, à mâcher un peu notre travail et qui nous libère surtout du temps pour la relation humaine. Donc là, on va s'intéresser dans la suite plus au lien avec l'éducation. Et donc, on va voir que l'IA peut proposer des exercices sur mesure ou corriger des copies. Mais tout ce qui est la transmission, la motivation et l'empathie relève toujours de l'enseignant, qui vraiment est au cœur de la relation pédagogique. Donc l'IA, donc une révolution pédagogique, donc l'IA n'est pas une finalité, mais doit être un outil d'aide. Lorsqu'on parle d'IA dans l'éducation, il est essentiel de considérer que c'est un outil qui va faciliter la tâche, mais qui n'est pas une solution magique qui va faire tout à la place de l'élève ou de l'enseignant. L'idée, c'est d'utiliser ces algorithmes hyper puissants pour rendre plus accessibles des notions parfois complexes, comme par exemple en proposant des différentes manières d'expliquer le même concept. Par exemple, l'IA va pouvoir reformuler les lois de mathématiques et proposer des exemples concrets et des analogies, et ainsi aider l'élève à mieux comprendre. En revanche, elle ne doit pas se substituer à la réflexion personnelle de l'élève. L'élève doit rester acteur de son propre apprentissage, doit être encouragé à manipuler les idées, à essayer, à se tromper surtout, et à tirer des leçons de ses erreurs. Donc l'IA doit être un partenaire pour générer de nouvelles pistes de réflexion. Et pour que cet usage soit vraiment bénéfique, il faut qu'il y ait un accompagnement et surtout un encadrement. Il faut montrer aux élèves comment poser les bonnes questions, comment bien utiliser les modèles d'IA, comment valider les réponses qui sont proposées et avoir un sens critique. Au final, la force réelle de l'IA, c'est sa capacité à multiplier les angles d'approche pour favoriser la compréhension selon le profil de l'élève. Et c'est ça qui est important, c'est la personnalisation. C'est la grande force de l'IA quand on l'intègre dans l'éducation, c'est la personnalisation. Parce que concrètement, l'IA va pouvoir ajuster les contenus, par exemple la difficulté d'exercice, en fonction du niveau de l'élève, et va pouvoir analyser si l'élève progresse vite, bah, elle peut proposer des exercices ou des défis qui sont plus complexes. Et au contraire, s'il y a des blocages, elle peut revenir sur les notions de base et se concentrer sur ces problématiques. Cette personnalisation passe par l'intégration, par exemple, de centres d'intérêt de l'élève. Par exemple, un fan de sport va pouvoir avoir des exercices de mathématiques qui impliquent, par exemple, des statistiques sur les joueurs préférés.
ce qui rend l'apprentissage plus motivant et plus ludique. Et enfin, l'IA va pouvoir cibler précisément les lacunes dans les réponses d'un exercice de l'élève. Et plutôt que de repartir à chaque fois de zéro, eh ben, elle va générer des explications supplémentaires, proposer des exercices correctifs euh, pour se focaliser sur ses points faibles. Donc en gros, en résumé, la personnalisation en temps réel peut permettre à l'IA de rendre l'apprentissage plus stimulant, plus interactif, plus personnalisé. Maintenant, si on se concentre sur l'IA et l'enseignant, bah, nous, on est fervent défenseur du fait que l'IA va pouvoir renforcer le rôle de l'enseignant. Donc, contrairement aux idées reçues, nous, on estime que l'IA va être un levier pour enrichir et faciliter le travail de l'enseignant. Donc, il y a des IA qui permettent, spécialisées, qui permettent par exemple d'aider sur la correction, sur l'évaluation, ce qui permet au professeur finalement de dégager du temps pour se focaliser sur ce qui est pour nous la tâche la plus importante d'un professeur, c'est la dimension humaine. Écouter les élèves, les conseiller, repérer les difficultés spécifiques et les accompagner de la manière la plus personnalisée possible. D'autre part, l'IA va pouvoir permettre des analyses précises sur les performances, mais aussi sur le rythme de chaque élève. Par exemple, quel chapitre pose un problème, quels exercices ont été réussis ou non. Et grâce à ces indicateurs, l'enseignant il peut ajuster son cours et proposer des supports adaptés à chaque apprenant. Donc l'IA n'est pas pour nous un concurrent, mais un véritable soutien. Elle vient renforcer la capacité de l'enseignant à différencier l'apprentissage selon les besoins de chacun. Et au lieu d'être submergé par des tâches répétitives, le professeur il peut libérer du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment, c'est la relation pédagogique et l'accompagnement individuel. Donc, en conclusion, pour nous, l'IA ouvre des perspectives passionnantes en matière de pédagogie différenciée. Elle permet de proposer des parcours sur mesure en tenant compte des besoins, des rythmes, des centres d'intérêt, finalement de prendre en compte le profil unique de chaque apprenant. Les notions mal assimilées sont directement repérées et l'IA peut proposer des exercices, des contenus, des ressources complémentaires qui sont adaptés avec un objectif d'avoir une meilleure compréhension. L'enseignant, de son côté, lui, peut ajuster son approche avec l'aide de l'IA et personnaliser ses interventions. Si je vous propose un exemple concret, par exemple, de l'usage de l'IA au quotidien dans une salle de classe, avec des élèves qui se préparent pour un contrôle de mathématiques. L'IA va analyser les réponses de différents exercices de tous les élèves et va détecter les points de blocage. On prend un élève qui a eu un blocage sur tel exercice. Pour cet élève, l'IA va pouvoir générer des explications précises, pourquoi pas des fiches spécifiques par rapport aux points de blocage, des quiz, des exercices supplémentaires adaptés à ces lacunes précises. L'élève va donc pouvoir progresser à son rythme en recevant un retour continu sur ses réussites et ses erreurs, ce qui va maintenir sa motivation et son engagement. Et donc, grâce à ce type d'outils, on peut imaginer des classes qui sont plus inclusives, où chaque élève bénéficie d'un accompagnement personnalisé et où l'IA ne remplace pas le professeur, mais donne au professeur de nouveaux moyens d'adapter son enseignement et d'aider finalement les élèves à s'épanouir et surtout à progresser. Et maintenant, si on se place dans un autre prisme, où l'IA est entraînée pour se comporter comme un coach et pour accompagner les élèves, mais cette fois-ci chez eux. Donc imaginez une solution qui permet à un élève d'être accompagné par un tuteur IA et qui permet aux parents d'avoir des retours continus sur les différentes sessions. Mais qu'est-ce que ça aurait comme apport pour les familles? Pour les élèves, il y aurait une aide qui est personnalisée au rythme de l'élève, donc pas de pression. Ils peuvent revoir une notion autant de fois que nécessaire. La motivation, elle est renforcée puisque les activités sont présentées sous forme interactive, ludique, personnalisée, pourquoi pas avec les centres d'intérêt. Et on a un retour qui est immédiat, ce qui permet de comprendre rapidement ce qui a été compris, pas compris, et de pouvoir s'entraîner sur les lacunes. Et pour les parents, ça permet un suivi qui est facilité, un gain de temps, puisque vous n'avez pas besoin de vérifier chaque exercice, mais vous avez un compte-rendu, des retours qualitatifs sur chacune des activités. Donc finalement, vous comprenez mieux les besoins ou axer le travail. Donc maintenant, je vous propose, c'est ce qu'on a fait avec François Aymeric, donc je vous propose de passer à la présentation d'Eliott. Donc cet outil est l'art magique et c'est l'outil qu'on développe nous depuis 2 ans avec Lancelot. Donc en fait c'est Elliot, c'est une application mobile et tablette qui est conçue en fait pour apporter aux élèves un soutien scolaire complet et surtout qui va être adapté à chaque élève. Donc en fait avec Elliot on a voulu créer une solution qui est accessible à tous. Donc elle est disponible sur iPhone, sur iPad, sur Apple Store et Google Play. Elle est adaptée à toutes les matières du programme français de la sixième à la terminale. Et du coup, elle apporte en fait un soutien scolaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme si on avait un professeur particulier à domicile qui est là tout le temps derrière l'élève
à répondre à n'importe quelle de ces questions quand il veut. Donc en fait, notre ambition, elle est simple, c'est permettre à chaque famille, quelle que soit sa situation, d'accéder à un professeur particulier virtuel performant, efficace, pour un coût inférieur à 15 € par mois. Et ça, on y arrive grâce en fait à l'intelligence artificielle, en prenant des modèles comme celui de ChatGPT et en venant nous derrière ajouter une couche technologique pour éviter toutes les hallucinations, toutes les limites et faire en sorte que l'élève l'utilise dans un cadre hyper personnalisé et adapté à la sphère éducative. Alors vous me direz oui, donc il y a ChatGPT, il y a Elliot, donc quels sont et pourquoi utiliser surtout Elliot plutôt que ChatGPT? Parce qu'en fait, Elliot, on l'a entraîné comme étant un vrai professeur particulier. Il va reproduire l'accompagnement d'un professeur particulier humain pour accompagner l'élève. Donc en fait, à chaque conversation, l'élève, il va discuter avec un professeur virtuel spécialisé dans la matière que l'élève aura sélectionnée, prêt à l'accompagner, et surtout, contrairement à un professeur particulier humain, bah, Elliot, il va jamais perdre patience. Il peut expliquer une fois, 3 fois, 15 fois, 10 fois, et il va toujours rester hyper bienveillant. Donc, je ne dis pas que les professeurs particuliers humains ne le sont pas, mais au bout de 15 fois où l'élève ne comprend pas une formule mathématique, c'est facile de perdre patience. Nous, on l'a vécu quand on était professeur particulier. Et mais surtout, en fait, Elliot ne va jamais faire le travail à la place de l'élève. Il va toujours l'accompagner dans une démarche pédagogique, en expliquant pas à pas, et il va surtout, en fait, stimuler la réflexion de l'élève pour lui permettre de progresser en toute autonomie. Ça, comment il le fait? Il va employer, en fait, une démarche socratique qui va consister à demander à l'élève d'expliquer ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, et de le faire raisonner en lui posant des questions. Donc, comme ça, l'élève, il a une aide instantanée et complète sur l'ensemble de son programme. Donc notre IA, contrairement à ChatGPT, elle est basée en fait sur le programme de l'éducation nationale français, officiel et à jour. Donc en fait, il va garantir toujours une réponse juste et adaptée au programme français. ChatGPT, en fait, lui, il est entraîné sur, comme on l'a dit, énormément de données, donc des programmes scolaires de tous les horizons, à la fois des trucs faux et des trucs moins faux. Nous, l'avantage, c'est qu'il est entraîné que sur le programme scolaire français. Donc, bref, en fait, c'est une IA qui a été développée avec comme axe principal la pédagogie, qui met l'élève au cœur de l'apprentissage pour l'aider à grandir et à réussir. Et le plus simple, c'est de vous montrer la différence entre les deux. Donc, on propose un duel entre Elliot et ChatGPT à travers un exemple concret qui va vous replonger sur vos cours de puissance mathématique. Euh, donc, on ne va pas vous laisser quelques minutes pour résoudre ces différentes questions et ces différents calculs, puisque ChatGPT l'a fait pour vous. Mais on va vous montrer en fait quelle est la grosse différence entre une IA spécialisée éducative et un modèle généraliste. Donc, un élève ou un parent, parce qu'on a aussi des parents qui utilisent ChatGPT pour les exercices de leurs enfants parfois, va juste intégrer l'énoncé et va demander de l'aide. Bah, vous voyez, ChatGPT, il ne s'embête pas, il vous crache toutes les réponses. Bon, donc, solution, on a une solution à toutes ces questions qui est brute, sans prendre en compte les éventuelles incompréhensions de l'élève, puisque l'élève, ça se trouve, il a juste un blocage sur une question. Ça peut être utile pour une vérification rapide, mais ne favorise pas l'autonomie ni la compréhension profonde des concepts. Et en plus, on a le risque que la réponse soit fausse, puisque comme vous l'avez dit, c'est un modèle généraliste. Donc c'est basé sur la réponse la plus probable, mais pas basé sur le programme français. Donc l'élève n'a rien fait lui-même, il copie-colle sans recul, il n'aura pas forcément progressé, et potentiellement, ben, il y a des risques lors de l'examen quand il se retrouve seul face à sa copie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Elliot? Bah alors, même chose, l'élève prend en photo son exercice, l'intègre au sein de notre fonctionnalité d'aide aux devoirs. Directement, qu'est-ce que demande Elliot? On commence par la première question. Il reformule l'énoncé et il demande qu'est-ce qui a été bien compris par l'élève. Il va poser des questions intermédiaires pour guider la réflexion de l'élève, mais qu'il ait une autonomie qui soit maximale. Il fournit des indices plutôt que de donner des réponses toutes faites et il vérifie les acquis avant de conclure. Et donc, c'est grâce à cette méthodologie qui est finalement reproductrice de ce que ferait un professeur particulier humain avec un élève, qu'on assure s'assure que Elliot donc, n'apporte pas la réponse, mais accompagne l'élève vers un apprentissage qui soit actif. Lancelot, pour bien comprendre, là, il y a 5 screenshots, c'est ça? Ouais, C'est 5 captures d'écran tout à fait. qui montrent de façon chronologique Voilà. comment Elliot Exactement. accompagne l'élève dans sa réflexion, c'est ça? C'est ça, Donc, Voilà. exactement. je précise ça parce que quand j'ai reçu la présentation, j'ai bugué un peu sur ce slide. Donc, je me suis dit que peut-être il fallait préciser que là, c'était vraiment voilà, cinq, Donc, voilà, 5 screenshots qui montrent comment finalement Elliot va accompagner l'élève dans sa normalement, réflexion. voilà, il suffirait juste de défiler comme vous auriez une conversation, un chat classique, par exemple sur WhatsApp ou autre.
Et effectivement, vous voyez donc la conversation, vraiment un échange entre Elliot et l'élève qui permet, en fait, avec cet exemple, de prouver la démarche vraiment pédagogique, d'accompagnement, de bien, et surtout de laisser au maximum l'élève être autonome, parce que c'est comme ça qu'on peut s'assurer qu'il y a une bonne maîtrise des éléments qui sont travaillés. Alors, on précise, là, c'est un exercice mathématique. On peut l'imaginer sur n'importe quelle matière du programme. On a 28 matières au sein d'Eliott. Le but, c'est vraiment de vous prouver un exemple assez facile à comprendre. Euh, Alors, Ouais. Slo, je pense que ce qui peut être pas mal, c'est de répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. ouais, Si ça te dérange pas, ça te donne pas. Donc ouais, on les là, voit. bah, il y a une question sur les troubles d'apprentissage et sur le spectre autistique. Et même plus généralement, en fait, les enfants dyslexiques, les enfants qui ont des troubles 10, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte ou c'est quelque chose que vous comptez faire plus tard? Enfin, est-ce que vous avez une réponse sur cette question? Ouais. Ah, Alors, vas-y. c'est un sujet qu'on a identifié. Donc, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur IOT. Donc, on n'a pas encore eu le temps vraiment de rentrer en détail. C'est évidemment quelque chose qu'on souhaite faire à terme et sur lequel on va travailler sur l'année qui vient. Mais oui, en fait, aussi une des grandes, on va dire, forces de l'IA, c'est qu'elle peut totalement s'adapter à tous les troubles 10 si elle est bien entraînée derrière. Et surtout, bah, en fait, pouvoir être hyper personnalisée au profil de l'élève. Il y a certains élèves qui apprennent mieux d'une certaine façon, d'autres qui apprennent d'une autre façon et d'autres qui ne peuvent pas apprendre d'une certaine façon. Et donc ça, en effet, c'est quelque chose qu'on vise à intégrer l'année prochaine afin de pouvoir encore plus aider ces élèves-là. Ouais. Très bien, d'accord. Et j'en profite pour dire, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et à Oui, la fin, effectivement. une fois qu'on aura terminé la présentation, vous pourrez même poser vos questions si vous voulez. Moi, j'aime bien créer des petits débats. Donc, s'il y a des personnes qui ensuite veulent mettre leur micro et poser des questions de vive voix, vous serez les bienvenus. Alors, je sais que c'est un exercice qui peut intimider parce qu'il y a quelques personnes, enfin, tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour parler devant 40 personnes. Mais en tout cas, soyez, voilà, sentez-vous libre de le faire, hein. Ouais, Pareil, effectivement, on n'avait pas accès on voyait pas vos messages et il y en a pas mal. Donc, avec plaisir pour y répondre. On a encore deux, trois slides et premiers. Après, on répond à toutes vos questions, c'est avec plaisir. Euh, tu parles un peu moins Ah, vite. faut que je parle moins vite. C'est bon, on voit. Ouais, pardon pour ça, je faisais que je tendance à parler vite, désolé. Euh, voilà. pour continuer et finir, donc l'intérêt d'avoir une solution autre que ChatGPT, bah, c'est d'avoir des fonctionnalités qui sont vraiment adaptées en fait aux élèves pour le soutien scolaire. Donc nous, c'est ce qu'on fait en fait. Donc en plus d'avoir un chat intégré à l'application, on va avoir une partie compréhension de cours. Pour chaque matière, en fait, l'élève va avoir accès à un chat spécifique sur lequel il va pouvoir poser toutes ses questions. Il va pouvoir aussi accéder aux cours du programme scolaire français avec des fiches synthétiques qui va mettre en exergue on va dire, les points clés à retenir pour cette fiche, pour ses contrôles. Et il va pouvoir aussi poser des questions à tout moment pour bien comprendre et rentrer en profondeur. Une autre fonctionnalité qu'on vous a un peu montré, c'est la partie aide au devoir. Donc en fait, l'élève va pouvoir envoyer son devoir, son exercice en photo. Et là, Elliot va venir entrer dans une démarche pédagogique et va venir l'aider à résoudre cet exercice en lui posant des questions, en validant les acquis, en venant l'accompagner pas à pas pour que l'élève trouve par lui-même les réponses à l'exercice et que surtout, en fait, il comprenne comment arriver à ces réponses-là. Elliot peut aussi créer des exercices personnalisés. Donc, par exemple, un élève peut demander crée-moi un exercice sur les puissances, mais adapté à ma passion. Ma passion, c'est le sport, ma passion, c'est la musique. Et Elliot va venir créer un exercice donc inédit qu'aucun autre élève aura, adapté en fait aux besoins de cet élève, où est-ce qu'il en est dans son apprentissage des puissances, et surtout personnalisé sur la musique ou sur le sport. Ensuite, pour la partie préparation des contrôles, l'élève va pouvoir s'entraîner en faisant des quiz. Donc, il va pouvoir valider ses acquis et c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant pour savoir si on a bien compris un cours ou pas. Donc, en fait, Elliot va venir proposer des quiz qui sont adaptés, va venir donner des indices quand l'élève ne trouve pas, va proposer des explications en réponse. Et donc, l'élève va pouvoir vraiment s'entraîner en amont d'un contrôle, d'un examen. Autre fonctionnalité qui est hyper intéressante et qui va bientôt arriver, c'est la partie en fait sur son cours propre. Donc en fait, les professeurs ont tous des cours différents. Et l'intérêt là, c'est que l'élève va pouvoir prendre en photo son cours ou en PDF, le mettre dans Elliot. Et Elliot, sur la base de ce cours, va venir créer des matériels de révision sur ce cours précis. Donc créer par exemple des fiches de révision, créer des cartes mémo, créer des quiz, des exercices adaptés au cours que l'élève a pour que l'élève prépare au mieux
son contrôle. Et bien sûr, on va pouvoir intégrer de la gamification, de l'encouragement, de la bienveillance. C'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'outils pour que l'élève soit toujours motivé à venir s'entraîner et à s'améliorer. Donc là, on vous a parlé du côté élève. Ce qui est intéressant au sein de notre application, et on vous en a parlé, c'est une des grosses vertus, c'est de pouvoir aussi vous permettre de suivre également l'activité de vos enfants. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré, on a essayé de reproduire la relation tripartite qu'on a dans le tutorat traditionnel et que vous connaissez bien avec Axiom, qui est qu'un professeur va donner un cours à un élève et puis ensuite le professeur va aller voir le parent pour expliquer ce qui a été bien maîtrisé ou les lacunes. Donc nous, en fait, tout ce qu'on a intégré, c'est une vision quantitative. Donc vous pouvez voir l'ensemble des sessions qui ont été faites par vos différents enfants. Un détail sur quel type de session. Et sur chacune de ces sessions, vous allez retrouver des retours qualitatifs d'Eliott, donc un résumé de la session et les concepts qui ont été bien maîtrisés et ceux qui ont été à revoir. Ça vous permet d'avoir, on va dire, un aspect supervision et un aspect compréhension sur les activités de vos enfants au sein de l'application. On a lancé l'application le 21 septembre 2024, donc on est un peu plus de 4 mois de lancement. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 élèves qu'on accompagne avec l'application. Si vous êtes intéressé pour tester l'application, donc vous pouvez prendre votre téléphone portable, votre smartphone, et avec votre appareil photo, vous allez pouvoir prendre ce QR code qui vous emmènera sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application. Je crois que j'ai vu une question qui demandait si vous pouviez tester gratuitement. Un point important, c'est que nous, le but, c'est de rendre le soutien scolaire accessible au plus grand nombre. Donc, on a une version gratuite qui permet d'accéder à toutes nos fonctionnalités sur l'ensemble des matières, mais juste avec une limite, un usage quotidien qui est limité mais qui permet complètement, et c'est ce qu'on a, on a des milliers d'élèves qui utilisent l'application gratuitement. Un point important, on n'est pas, le but, c'est pas de concurrencer des acteurs traditionnels du tutorat, mais on se positionne plus comme soit un complément, parce que bon, on a toujours envie de prendre des professeurs particuliers sur des matières agrocoef, mais il y a plein d'autres matières qui sont parfois un peu délaissées, et c'est le gros avantage d'avoir une aide sur l'ensemble du programme scolaire. Et puis aussi, on a une solution pour ceux qui n'ont pas accès au soutien scolaire de par les barrières principalement financières. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé dans le chat un lien vers un article que j'avais publié sur LinkedIn où je faisais une petite, un exercice de futur, enfin, comment dire, un exercice de réflexion sur comment pouvait se passer un cours particulier prochainement, enfin, avec toutes ces solutions. Et moi, ce que j'ai vu tout de suite dans l'utilisation d'Eliot, c'est aussi un outil d'aide pour les professeurs particuliers. Comme je vous expliquais, Action Academic, donc on est une agence de soutien scolaire. Donc on pourrait se dire, c'est bizarre quand même que Action Academy euh, Ah, finalement fasse je crois que tu as un problème de de réseau, Constantin. la Ouais, pub offre de la visibilité à une application. alors, Allô, là, allô, vous m'entendez? là, on t'entend, c'est bon. Ouais, c'est revenu? Bon, Ouais. ouais, donc je sais pas où est-ce que ça a coupé, mais je Pourquoi disais que... Axiom? Comment? Pourquoi Axiom Ah fait de la oui, pub? pourquoi Axiom finalement offre de la visibilité à un acteur du soutien scolaire qui pourrait paraître comme une solution concurrente? Moi, j'ai tout de suite vu en Elliott un outil en fait pour pour mes professeurs. Enfin, nous, en fait, on a une équipe, on a des centaines de professeurs particuliers et je pense que c'est un outil qui peut les aider en fait pendant un cours particulier à, euh, à générer des exercices, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment un outil de collaboration en fait entre le prof, l'application et l'élève, sachant que les professeurs particuliers ont eux aussi une comment dire tâche lourde qui est de se préparer avant chaque cours pour chaque élève et préparer des exercices, préparer, enfin s'adapter. C'est le propre du professeur particulier, il s'adapte au profil de chaque élève qu'il a. Et donc voilà, Elliot, pour moi, c'est un outil évidemment utilisable et fait pour les élèves, mais aussi pour les profs. Voilà. Et je suis moi-même très, donc comme je vous disais, un gros utilisateur de ChatGPT. Je pense qu'on va de plus en plus en entendre parler.
C'est pas une bulle, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. C'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est que mon avis, hein. Et du coup, nous, au sein d'Action Académique, on se pose les questions justement le plus tôt possible pour savoir bah, finalement comment utiliser ça pour aider, enfin pour améliorer en fait nos services tout simplement et offrir une expérience aux familles, aux élèves, meilleurs finalement et plus personnalisés. Parce que c'est encore une fois le but, c'est vraiment de personnaliser l'expérience à chaque individu. Je pense que on a tous à l'école, euh, enfin je sais pas si on a tous souffert à l'école. Peut-être qu'il y en a qui ont aimé l'école, certainement, hein. Mais on est tous passés par l'école et on, s- moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti quand j'étais à l'école, c'est qu'il y avait, j'avais l'impression d'être un parmi plein d'autres et qu'il y avait pas cette approche très bah, personnelle. Et pourtant, on a besoin, je pense, d'avoir tous notre petite dose d'attention. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les gros effets, les classes qui ont 45 élèves euh, en classe, enfin, je comprends les professeurs qui s'arrachent les cheveux avec ça. Ils peuvent pas faire autrement. Mais c'est pas forcément la meilleure façon, je pense, pour éduquer nos enfants. Alors, bon, ça, c'est des questions qui se posent plus au niveau de, de notre gouvernance, hein. Je parle évidemment de la France, mais c'est vrai dans les lycées français à l'étranger, dans certains lycées français, alors un peu moins quand même, les effectifs sont plus, sont plus réduits en général. Mais c'est voilà, c'est vraiment voilà, la raison pour laquelle je trouve qu'Eliott, c'est un super projet qu'on soutient. Je pense que c'est adapté aussi, comme tu le disais, Lancelot, à peut-être des familles qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un professeur particulier. Ça peut être très cher. Euh, D'avoir un professeur particulier, surtout si l'enfant a plusieurs difficultés dans plusieurs matières. Donc ça peut parfois devenir vraiment ingérable. Voilà, donc bravo Elliot. Je vois quelques commentaires de personnes qui déjà... bah, Elisabeth, merci Elisabeth pour votre... Enfin, c'est plutôt d'ailleurs à vous les gars de répondre parce qu'elle dit chapeau Elliot. Moi, j'ai rien fait hein, pour Elliot. Merci, merci pour ces gentils commentaires. Merci aussi Constantin pour cette invitation. Effectivement, nous, comme tu l'as dit, on est sur ce marché qui est tout nouveau, mais qui en même temps offre de belles perspectives pour que chaque apprenant puisse avoir l'accompagnement qui lui va et dont il a besoin. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'en fait, il y a différentes méthodes d'apprentissage, différentes méthodes de mémorisation, et chaque apprenant est différent, il y a des profils uniques, chaque apprenant est unique. Et l'IA, et pas uniquement Elliott, il y a plein d'acteurs qui travaillent directement avec les écoles, avec les professeurs. Il y a, L'IA va pouvoir permettre de personnaliser l'accompagnement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Mhm. On serait ravis de répondre à vos différentes questions, si vous en avez. Ce serait avec plaisir et Mhm. merci pour ces très gentils commentaires. Voilà. Si vous voulez poser des questions par écrit, faites-le. Sinon, vous pouvez prendre la parole, mettre votre micro et poser des questions, nous poser des questions. Euh, voilà, c'est comme toute innovation, je pense que au départ, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps pour euh, bah, comprendre en fait ce que c'est. Donc, s'y intéresser, je pense que c'est déjà un premier pas, déjà, tout simplement, s'y intéresser, essayer de comprendre, être curieux. Après, moi, je pense pas qu'on est là pour essayer de convaincre les gens de quoi que ce soit, c'est plus euh, informatif, on va dire, c'est un format plutôt informatif hein, sur ce, ce que nous, on a compris de ChatGPT et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut l'utiliser. Alors, Frédéric pose une question. Comment pourra-t-on avoir l'enregistrement? Ah, bah alors, l'enregistrement, il sera sur notre chaîne YouTube. Donc, d'ici 2 jours, je pense. En général, on prend 3 jours pour traiter la vidéo et la mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester Elliot. C'est gratuit. En tout cas, le test, enfin, et même l'utilisation, moi, je
Je l'ai testé, comme je vous l'ai dit au tout début, et j'ai été assez bluffé par le résultat. Donc, c'est un beau projet que je suis content de soutenir. Et puis, si vous avez besoin de professeurs particuliers en vrai, à domicile, pensez aussi à Action Académique qui propose ce service, sachant que les deux sont tout à fait combinables. On peut tout à fait utiliser les deux, je pense. Encore une fois, ça dépend des inquiétudes du dark web, car les élèves sont forts. Alors ça, c'est Elisabeth qui pose cette question. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par le dark web? Parce que c'est pas évident d'accéder au dark web, hein, vous savez. Pour accéder au Ouais. dark web, Ouais. il faut... Ah Attends, ouais, Elisabeth, je vous vois. vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. oui, 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 tout à Tout ce fait. qui est... Oui, bonjour. Alors d'abord, bravo. Je suis vraiment scotchée. Moi, j'enseigne à l'université à des étudiants, mais les besoins sont exactement les mêmes, hein. Alors c'est pour ça que je voulais vraiment écouter cette présentation. Maintenant, je suis rendue grand-mère, alors donc les petits-enfants aussi, c'est important pour les écoles. Donc je suis à Montréal, puis à le lycée français. Les enfants sont là. La dérive de... Parce que ChatGPT va tout... D'abord, il n'y a pas que ChatGPT, comme on sait. ChatGPT va tout récolter, va tout ramasser, comme vous l'avez bien dit. Donc, il y a les dérives des mauvaises informations, les dérives des malversations. Puis nos petits jeunes sont très forts. Je parle, donc peut-être pas, même déjà au primaire, mais je parle des 9, 10, 11, 12, 13 ans. Ils sont costauds. Donc, tout ce qui est le dark web, je veux dire, par exemple, tout le monde ne le connaît pas, mais je suis sûre que nos petits jeunes doivent connaître Tor, doivent connaître donc Ouais. ces logiciels de genre, ils doivent connaître peut-être aussi Grok et autres, enfin, parce qu'ils se Ouais. parlent entre eux, puis je les vois bien, moi, quand ils vont au métro et tout. Donc, je posais la question. Euh, Alors, si pour quelque part, expliquer aux gens, il y avait une sensibilisation à ce niveau-là. alors Thor, déjà je serais curieux de savoir dans l'audience qui connaît Thor, parce que Thor, Et l'oignon. voilà, c'est l'oignon. C'est un Internet parallèle, si je devais vulgariser. C'est un réseau pas sécurisé du tout, contrairement au www. Vous savez, tous les sites Internet qu'on utilise commencent par HTTPS www. Donc ça, c'est l'Internet du commun des mortels. On l'utilise tous les jours. Et puis, ceux qui veulent trafiquer des organes, ceux qui veulent vendre des fœtus, enfin, je sais pas, des armes, ils utilisent un autre site, un autre Internet qui est accessible par l'Internet normal, mais qui nécessite une interface complètement différente, qui s'appelle Tor. Et bon, déjà, pour connaître, il faut être soit dans le métier, enfin, être hacker ou s'intéresser en tout cas de très près à l'informatique, soit avoir des très mauvaises raisons de l'utiliser. Ou alors il y a des défenseurs de Il y a la des bonnes liberté raisons politiques d'expression. aussi quand même. Voilà, il y a des demandeurs de droit d'asile, il y a des Ah, personnes qui sont dans des pays. Bon, là, on oui. s'écarte complètement du sujet, hein, évidemment, mais alors, ça, je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être que Lançon et François Émeric, vous savez, mais est-ce que ChatGPT et les IA vont aussi puiser finalement dans ces ressources dark, dans ces ressources pas, pas Bonne très. question. Alors moi, Je sais pas. ça sera jamais confirmé par les boîtes qui font ces modèles d'IA. Moi, je pense que oui, parce qu'il y a énormément aussi, c'est toujours en fait énormément de forums un peu sombres qui est sur le Darknet. Donc énormément en fait de comportements humains qui sont repris, d'échanges entre les humains. Et donc ça, je pense qu'en effet, ils s'en servent pour, euh, pour tout ça. Mais par contre, après, notamment cette peur pour les enfants qui arrivent sur le Darknet. Darknet, c'est vraiment quelque chose de Dark Web qui est très dur à accéder aujourd'hui. Et tous les outils d'IA, parce qu'on pourrait se penser, on pourrait demander à ChatGPT, aide-moi à accéder au Darknet pour acheter des armes. Bien évidemment, ces modèles-là ont des protections à ce niveau-là. Ils ne vont pas donner aux enfants ou à n'importe qui des clés pour ça. Pareil, il y a pas mal de tests qui ont été faits, par exemple, explique-moi comment faire un cocktail Molotov. Là, évidemment, ChatGPT va répondre, je ne peux pas t'aider à faire ça et je ne te conseille pas de faire ça du tout. Donc non, c'est protégé, ça, c'est pas des outils qui vont permettre aux élèves d'accéder à des choses, on va dire, non légales. Mais après, c'est le problème d'Internet, hein. Il y a toujours un moyen de tourner, de trouver, d'avoir exactement ce qu'on veut. Mais oui, en effet, Darknet, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, mais ça continue à exister. Et c'est quelque chose qui sort totalement on va dire, de la législation et des mains des gouvernements. Donc c'est compliqué de bloquer.
Merci. Il y a une question Juste sur... gestion des risques pour les parents et autres. Mais encore une fois, félicitations. Je suis vraiment. J'ai très belle notion du travail qu'il y a derrière. Bravo. Merci Et je vais beaucoup. le faire connaître à le Collège Merci David. Marie-France ici à Stanislas, Montréal. Donc certainement vous avez des contacts avec le Collège français de Montréal, je ne sais pas. Mais je vais vous faire Il connaître. faudra que je vois avec ma collègue qui est en charge de l'Amérique. Oui, Je l'aimerais, oui, mais en tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous dans tous les cas. mais je vais parler de vous. D'accord. Merci, hein. Merci, David. Il y a une question sur concernant le référencement d'informations, allez-vous au-delà du programme scolaire français? Donc en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on se base sur des modèles comme ChatGPT, donc qui sont généralistes, mais on vient en fait centrer et on va dire encarcérer le modèle pour qu'il ne réponde que en se basant sur le programme scolaire français. Alors bien sûr, il va pouvoir répondre à d'autres questions, mais tout ce qui va être des questions d'actualité ou des questions qui sortent du domaine scolaire, ça va être bloqué. Elliot ne va pas y répondre en disant bah, je suis là, comme un vrai professeur particulier le ferait, je suis là pour t'aider en mathématiques, je suis là pour t'aider en histoire. Je ne suis pas là, par exemple, pour t'aider à faire un séjour, un plan de séjour de travail, enfin un plan de vacances, par exemple, à Amsterdam. Donc voilà. C'est vraiment centrer l'intelligence artificielle sur le soutien scolaire et sortir de tout ce qui est autre pour justement en fait ne pas le transformer en outil comme ChatGPT qui devient hyper généraliste et qui peut répondre un peu n'importe quoi. Plus on va venir centrer un modèle, plus il sera pertinent. Ouais, il faut en fait imaginer que notre travail chez Elliott, ça a été d'intégrer le meilleur de la technologie autour de l'intelligence artificielle au sein d'un produit qui est dédié pour la révision et l'apprentissage sur la base du programme français à jour. Euh, donc c'est pour ça qu'on se base sur le programme français. Et puis on a déjà un très gros marché déjà en France. Et puis vous êtes la preuve aussi qu'il peut y avoir un marché aussi à l'international euh, avec un gros contingent un peu partout. Alors, il y a des critiques aussi qu'on entend de plus en plus sur les prises de position de ces intelligences artificielles qui seraient des outils de soft power, en fait, qui deviennent, par exemple, récemment, j'ai lu un article disant que Poutine, le président de la Fédération russe, veut sa propre intelligence artificielle parce que toutes les intelligences artificielles génératives, donc type ChatGPT actuelles, auraient des tendances à être pro-occidentales, pro-américaines. Donc derrière, il y a des enjeux politiques majeurs, évidemment, des enjeux sociétaux majeurs. Et on voit que c'est pas simplement, voilà, ChatGPT, on s'en sert tous les jours, mais euh, aujourd'hui, les États se posent des questions sur l'impact que ça peut avoir sur la société, mais l'impact profond, quoi. On voit à quel point les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent influencer des campagnes électorales. Donc, euh, euh, un outil comme ChatGPT pourrait être encore plus redoutable finalement, parce que autant un réseau social comme X anciennement Twitter, c'est bon, c'est des humains qui publient leurs avis et font de la propagande ou enfin en tout cas partagent leur opinion. Autant ChatGPT, c'est censé derrière il n'y a pas, c'est pas attribué à une personne, c'est pas attribué à donc comme on ne sait pas qui finalement, comme c'est pas quelque chose de nominatif, il n'y a pas d'auteur finalement derrière un texte généré par ChatGPT. Ça efface. Enfin, je prends un exemple, mais si par exemple une figure très controversée va publier quelque chose, tout de suite, cette publication aura un- une connotation liée à la personnalité de cette personne. Même si cette personne dit quelque chose de positif, on aura forcément une sorte de rejet parce que cette personne-là, on l'aime pas, quoi. Alors que ChatGPT, il y a cette neutralité qui la rend redoutable dans une manipulation potentielle, en fait. Parce que du coup, on diabolise pas ChatGPT, alors qu'on peut diaboliser une personne, une personnalité. Voilà, donc c'est ça, je pense, les risques aujourd'hui. Bon, dans le cadre de l'école et de l'éducation à proprement dit, je pense que ce qu'il faut, c'est sensibiliser un maximum les enfants euh, et leur pas interdire. Je pense pas que interdire, on n'interdit pas. Enfin, je veux dire, c'est Surtout interdire, pas, justement, surtout pas. ça a jamais résolu aucun problème.
mais plus Pas de faire réel. comprendre qu'on n'apprend pas comme ça. Enfin, ou en tout cas, on n'apprend pas en copiant-collant un résultat, quoi. Donc c'est même plus philosophique sur qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, qu'est-ce qu'on apprend, comment on l'apprend et pourquoi on le fait. Et bon, finalement, résoudre des exercices, c'est qu'une méthode. Mm. Euh, Derrière, ce qu'il faut réussir à faire, c'est justement convaincre les enfants qu'ils ont besoin de se former et du coup, ils n'utiliseront pas les outils mal. En tout cas, ils apprendront à les utiliser bien. Et puis, bon, et Elliot, c'est bien, ça pose un cadre quand même. Donc, c'est en ça que c'est un outil assez puissant. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je me suis embarqué dans une longue tirade. Est-ce qu'il y a un tuto pour apprendre à utiliser Elliot en tant que prof? Euh, On a un et, tutoriel au sein de l'application. Donc le plus simple, c'est de télécharger l'application, de tester, et le tutoriel va venir expliquer un peu les différentes fonctionnalités et comment l'utiliser. Euh, Après, voilà, c'est pas une application qui est faite pour les professeurs, hein. C'est vraiment une application faite pour les élèves. Donc après, il faut toujours utiliser un professeur et toujours utiliser pour créer des exercices. Mais il faut bien y penser que voilà, c'est pas la cible même, c'est les élèves, les ouais, étudiants, les apprenants. Et la question d'avant, en effet, non, c'est une bonne question. L'or, c'est ça la question de l'or? Ouais. ouais. Je vais essayer de tenter d'y répondre parce que c'est une question complexe, hein. Nous, l'objectif derrière, en fait, l'utilisation de différentes IA, alors, on crée des prompts, on a un prompt système qui fait en sorte qu'on ait une neutralité euh, au cœur finalement des réponses de l'IA. Donc, comme le ferait un professeur, il y a toujours une idée de thèse, antithèse, synthèse et d'essayer de trouver euh, finalement de ne pas avoir une prise de position, mais plutôt d'envisager toutes les éventualités et surtout sur la base du programme scolaire français. Alors après, c'est une autre question, c'est de se dire est-ce que le programme scolaire français est suffisamment ouvert d'esprit? En tout cas, nous, on essaye de répondre aux besoins scolaires et les besoins scolaires, principalement, c'est avoir des bonnes notes tout au long de l'année et réussir ses examens nationaux. Euh, on ne va pas révolutionner l'éducation globale des enfants, puisque ce n'est pas uniquement l'école, c'est aussi l'apprentissage en tant que pré-adulte au fur et à mesure, et c'est là où intervient notamment l'ouverture d'esprit. Et c'est justement aussi pour ça qu'on disait bien que l'IA ne va pas être un substitut aux enseignants, c'est un outil, et c'est notamment aux enseignants de venir apprendre la tolérance, l'ouverture d'esprit. C'est eux qui vont pouvoir, à travers les relations humaines et les relations avec leurs élèves, leur enseigner toutes ces valeurs-là, et utiliser l'IA que comme un outil, un support, pour aller encore plus loin dans l'accompagnement. J'aime bien prendre une analogie, par exemple. Aujourd'hui, on utilise, je pense, tous Google Maps. Ouais. Si on doit se rendre d'un point A à un point B, ça ne viendrait pas à l'esprit d'une personne en 2025 d'ouvrir une carte papier et de regarder l'itinéraire comme ça. Alors, la dérive, entre guillemets, par exemple, d'une utilisation de Google Maps, c'est que certaines personnes mettent Google Maps pour faire leur trajet maison-bureau alors qu'ils la font tous les jours. Bon, là, c'est évidemment excessif, tu connais le chemin. Après, ça peut donner des informations supplémentaires, par exemple l'état du trafic. Et en fait, où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, donc, dans l'utilisation quotidienne pour se déplacer, pour naviguer dans l'espace, on utilise Google Maps. Peu importe finalement comment on l'utilise, mais on l'utilise. Et ça a remplacé complètement les cartes papier. Euh, Et, mais ça n'a pas complètement tué le métier de cartographe, par exemple. Vous voyez, il y a toujours chez Google des cartographes qui travaillent sur ces cartes qu'on utilise tous les jours. Ça n'a pas complètement. En fait, les métiers ont été remplacés, ont été modifiés. Avant, il y avait un dessinateur, peut-être, un projeteur qui devait dessiner à la main ces cartes, ou ça devait être fait sur des ordinateurs. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que euh, ça, il va falloir. ChatGPT, c'est un peu comme Google Maps, mais pour générer du contenu, pour créer des idées, pour générer des idées, pour résoudre un exercice, pour comprendre des nouveaux concepts. Derrière, ça se base quand même sur de l'intelligence humaine. Mm. Vous voyez, enfin, il n'y a pas de création. Enfin, l'intelligence artificielle, je sais pas d'ailleurs, enfin, c'est une question, est-ce qu'elle innove? Elle va surtout
ressortir de l'existant, mais au bon moment, à la bonne personne et dans le bon format. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair dans ce que j'ai, dans mon explication, dans mon analogie, mais voilà, comme Google Maps aujourd'hui pour se déplacer, je pense que d'ici 5 à 10 ans, on utilisera des intelligences artificielles, des agents IA, comme on les appelle, pareil, pour faciliter finalement des tâches qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Vous voyez, quand on passait 20 minutes à se repérer sur une carte et à trouver l'itinéraire pour aller je ne sais où, est-ce que finalement ce temps était vraiment bien utilisé? Je, mais après, encore une fois, c'est philosophique. Si vous aimez les cartes et que vous êtes passionné de cartes, c'est sûr que c'est sympa d'ouvrir une carte papier et de la. Est-ce que Frédéric Jacob, qui a mis sa vidéo, veut intervenir? Voilà. Bonjour, j'ai justement pu relancer le logiciel parce que chez moi ça fonctionnait pas bien. Donc je l'ai mis à jour et ça fonctionne maintenant. Très bien. Je vous rejoins. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Pas particulièrement, non. Pas particulièrement? D'accord. Bah, écoutez, Je vous écoute. je ne sais pas si vous savez, mais le webinaire est terminé. Donc, nous sommes sur une phase de questions-réponses. Alors, Donc, ma voilà, question, si je peux me permettre, allez-y. est-ce que ce webinaire est enregistré? Est-ce qu'on peut le revisualiser? Est-ce qu'on peut avoir un lien par la suite? Oui, tout à fait. Vous allez le recevoir par mail Parfait, d'ici 24 à 48 heures. c'est Donc, super. il sera disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Axiom Académique. Donc, voilà. Merci pour C'est votre ça, question. Voilà, c'est on parfait. répond à toutes les Ok, questions, vous voyez, voilà, c'est parfait. sans filtre. Ok, avec Merci, plaisir. merci, merci Voilà. Frédéric. Très belle journée, très belle participation à vous. Et puis, Merci. j'aurai le plaisir de vous retrouver justement peut-être par un email de retour, si jamais, de telle façon à ce que Alors, on soit en on a des contact. questions dans le chat. On a des questions dans le chat. Donc, Myriam Voilà. qui demande des projets pour aider les élèves étrangers qui apprennent le français. Pour, C'est les projets, c'est en cours de développement, donc ça sera sûrement dispo pour la prochaine rentrée scolaire. Après, en fait, les élèves étrangers qui apprennent le français peuvent totalement utiliser Elliot. Elliot va vraiment venir s'adapter, donc Voilà. en fonction des matières, même en français. Il va pouvoir aussi venir donner des pistes et corriger et répondre à toutes les questions de l'élève, peu importe la langue dans laquelle il lui parle. Autre question de Viviane, pouvez-vous nous préciser les différences entre l'appli gratuite et la payante? Donc en fait, la seule différence, c'est en termes d'utilisation. Donc aujourd'hui, par exemple, dans l'application, vous pouvez envoyer 30 messages par jour à Elliot sur la version gratuite. Vous pouvez avoir une aide de devoir par jour, un quiz par jour, etc. Donc c'est une utilisation quotidienne qui est limitée. Donc en fait, il suffit de se reconnecter le lendemain pour avoir les limites remises à zéro et pouvoir continuer d'utiliser Elliot. La version payante, c'est exactement les mêmes fonctionnalités que la version gratuite, sauf que du coup, l'utilisation, elle est illimitée et on peut utiliser autant de fois qu'on veut dans la même journée. Et il y avait une question de Laure. Alors, on rentre dans des sujets assez complexes. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer un petit mail et on pourra échanger là-dessus. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que, alors, par exemple, je vais prendre l'exemple du bac de français. Le bac de français, il y a, il me semble, une douzaine d'œuvres qui sont au programme, ou une quinzaine, sur quatre thématiques différentes. Euh, Nous, bah, du coup, on a évidemment notre IA qui est entraînée pour aider les élèves sur le bac de français sur la base de ces textes qui, du coup, bah, sont des textes qui sont déjà écrits. Donc, on entraîne notre IA là-dessus. Après, sur le sujet de parité, on rentre sur un sujet qui est vraiment très, très complexe, qui est un sujet éthique, politique, comme vous le voulez. Mais en tout cas, avec plaisir pour en discuter plus profondément, si vous le souhaitez, vous nous envoyez un mail et ce sera avec plaisir. Alors, est-ce que on a d'autres questions? Sinon, je vous propose de vous rendre à votre week-end. Mais merci, merci à vous, Frédéric. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais. Vous voulez le mot de la fin, peut-être, les garçons? Ouais. Bah alors, d'abord, merci beaucoup, Constantin. C'était très intéressant pour nous de bosser sur cette presse qui nous tient à cœur parce que c'est un sujet passionnant. Je pense que c'est un sujet qu'on n'est pas prêt de mettre de côté, hein, l'IA, l'éducation, l'IA au sens large. Moi, Mm.
pense vraiment qu'il faut surtout pas interdire l'IA pour pour les jeunes générations, parce que ne serait-ce que d'un point de vue professionnel, ça va être très important de maîtriser ces outils dans les prochaines années et même dès aujourd'hui. On a quand même certaines révolutions dans les constitutions d'équipes des plus grandes sociétés. On a des métiers qui sont amenés à disparaître, mais qui vont être remplacés par d'autres. Donc, c'est vraiment important que vous initiez vos enfants là-dessus. Et puis, en tout cas, vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Vous pouvez me contacter à lancelot@elliott.app si vous avez des questions. On pourra s'appeler quand vous voulez. On est complètement disponible. Et encore une fois, merci Constantin pour cette invitation et merci à tous pour votre intérêt, vos questions et votre bienveillance. Eh ben, merci, merci à vous aussi d'avoir fait ce travail, d'avoir fait cet exercice aussi de peut-être concrétiser via une présentation ce que c'est que l'intelligence artificielle. On va en entendre encore beaucoup, beaucoup parler, je pense. Encore une fois, c'est ce que je disais, je ne pense pas du tout que ça va être une bulle. Enfin, en tout cas, si c'est une bulle, ça peut l'être, mais après, vous savez, la bulle Internet en 2000, finalement, elle est revenue et en force. Donc, euh, c'est des sujets très, très, très intéressants déjà, parce que ça tourne, ça marque un tournant, je pense, dans la gestion de la connaissance, en fait, accessible euh, dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a plus d'excuses de je ne parle pas russe, je ne parle pas thaïlandais, je ne parle pas grec, je ne parle pas arabe. Justement, l'intelligence artificielle, c'est aussi ça. Ça va casser les barrières linguistiques. Ça n'empêche pas quand même de devoir apprendre à parler des langues. Je pense que c'est une des plus grandes richesses, ça reste de savoir maîtriser plusieurs langues. Donc, apprenez aussi les langues, mais aussi apprenez à utiliser l'intelligence artificielle. Et puis après, pour le reste, bon, l'école, c'est obligatoire. Ça dure 12 ans. On est obligé. Donc, autant que ça se passe bien. Et si ça peut être amélioré par voilà, des outils et des services, eh ben, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt, que ce soit sur le site ou sur l'application d'Eliott ou Action Académique ou à nos prochains webinaires. On fait des webinaires tous les mois. Voilà, donc allez voir sur notre page sur le site d'Action Académique. Tous les mois, on a des super webinaires, toujours évidemment adressés aux familles internationales. Donc on essaye de balayer tout un tas de sujets. On a beaucoup de sujets sur l'orientation scolaire notamment. Voilà, très bien. Mais bon samedi, bon week-end et à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée pour certains. Merci, merci à tous. Excellent week-end. Merci. Beaucoup.